Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la Monde FM, bonsoir à toutes et à tous. Un au-delà du miroir ce soir, en direct, avec un pianiste qui est parti garer son piano, un pianiste nomade. Allez, c'est parti, on y va directement avec Marc Vela, qui est pianiste-compositeur, premier prix de composition à Rome, Team 99. En 25 ans, Marc Vela a parcouru avec son piano à queue environ 250 000 kilomètres. Je pense que c'est peut-être même plus maintenant, Marc, oui, non? Ça fait 30 ans et on va 30 années, 32 ans maintenant à travers le monde avec le piano. Oui. Sur les routes et chemins de plus de 40 pays pour célébrer l'humain, il est parti, il a fait d'abord des tours de France, des tours d'Europe, après il est parti en Afrique, il est parti en Inde, il est parti un peu partout. Et là, il arrive ce soir avec son piano, donc il l'a pas rentré dans la radio, mais il est dans son camion. Or, un piano dans un camion, ça prend de la place. Et c'est un peu plus difficile de se garer, surtout à Enghien-les-Bains. Comment ça va, Marc Vela? Bien, très très bien. Ça va bien. Oui. Une route sous la pluie aujourd'hui. Oui, voilà, ça c'était du vent, beaucoup de pluie, du vent. Mais voilà, tout va bien. Voilà, on est là. Alors, comment on fait pour embarquer un piano comme ça partout, sur l'eau, dans les airs, dans des avions? C'est compliqué, hein? Je crois qu'il faut pas se poser du tout cette question. Voilà, si on commence à dire c'est compliqué, c'est clair, là on le fait plus. Et finalement, ça marche toujours. Vous arrivez toujours au bon moment. À 5 ans, vous dites que vous étiez en voiture avec vos parents et que vous avez compris ce que c'était que l'école du silence. Oui, oh là là, oui, ça c'est. Vous me ramenez comme ça tout d'un coup un saut. Ouais, c'est un saut quantique. Un saut dans le passé. Waouh. Ouais, c'était une enfance difficile, hein. Une enfance difficile, et c'est vrai que je suis pas un cas isolé, hein. Je pense que beaucoup de gens ont pu connaître comme ça au sein de la famille, des disputes, des conflits. Et la musique, du coup, dans mes enfers, il y a toujours eu un piano. Voilà, ça c'est clair. Donc je me suis réfugié avec la musique. C'était à la fois un exutoire, un confident. Et puis un refuge, ouais, absolument. C'est drôle parce que vous dites que vous étiez jaloux de vos copains qui jouaient de la guitare sur les plages, vous vous sentiez frustré un peu plus tard, parce que c'est vrai qu'un piano sur une plage, en général, c'est pas vraiment l'instrument qu'on emmène partout. Donc c'est pour ça que vous avez remédié à cette frustration en finalement voulant jouer du piano, pas debout, mais partout. Oui, disons que c'est... Je crois que quand on est adolescent, voilà, il y a beaucoup de mystères, et l'un des premiers mystères, bien sûr, c'est les filles, c'est l'amour. Et puis bon, quand on a une adolescence, une enfance difficile, on a envie d'être regardé, on a envie de prouver, on a envie de montrer. Enfin, moi, c'était mon cas, et je crois que c'est le cas de beaucoup de jeunes. Et c'est vrai que, en plus, moi, j'étais un jeune garçon, je suis resté petit très longtemps. Donc c'était pas facile, voilà, d'avoir ce regard de l'amour, tout simplement. Et voilà, puis j'ai commencé à grandir, la musique était aussi présente, et je voyais mes copains effectivement qui jouaient de la guitare l'été. Voilà, on était à l'océan, on faisait du surf, et je les voyais, emballer les filles, voilà, avec tout simplement. Moi, j'avais pas de piano, j'étais tout seul à garder le feu, et je passais des nuits tout seul. Et puis je me suis dit, un jour, je viendrai avec un piano et ça va changer. Et puis voilà, c'est vrai que ce piano me donnait, je crois, une sorte de confiance. Et ensuite, quand il a fallu, je dirais, aller à la rencontre du monde, je me sentais, avec ce piano, très, très fort, quasiment invincible. Et j'avais vraiment cette soif, voilà, vers 20 ans, j'avais vraiment à la fois envie de découvrir la planète, les humains, et j'avais aussi, c'était peut-être naïf, mais j'avais envie de amener plus de paix avec la musique. Voilà, il y avait des conflits, à l'époque, c'était moins dur qu'aujourd'hui, mais enfin, voilà, il y avait déjà Israël-Palestine, il y avait des conflits en Afrique, des génocides, il y avait déjà des horreurs, dans les années 80. Et donc, naïvement, je me disais que, en allant jouer en Israël-Palestine, voilà, jouer avec un Palestinien et puis un musicien israélien,
ça pourrait ramener la paix. Voilà, c'est à ça que je pensais à l'époque. Oui, vous n'avez pas commencé par la Palestine, vous avez commencé d'abord par un tour de France. Oui, il faut bien commencer, je dirais, humblement, tout simplement, avec les moyens que l'on a. Et voilà, ça a été mes premières expériences, mais j'étais tout jeune, j'avais 23 ans. Et puis c'est finalement en osant, c'est à la fois ces rencontres des autres, qu'un jour, une rencontre improbable, inattendue, un directeur de centre culturel français sur la Côte d'Ivoire, touché par à la fois la musique et la démarche, m'a proposé d'aller jouer en smoking dans les villages africains. Alors on va revenir un peu donc à 5 ans. Donc vous apprenez l'école du silence. Vous avez des rêves très parlants dont vous vous souvenez. Il y a une question que je vais poser tout de suite. Est-ce que vous aviez pris à l'époque des notes? Vous aviez un carnet de voyage, un carnet de bord. Tout ça c'est de mémoire? Tout ça c'est de mémoire. Oui. Parce que vous avez beaucoup bourlingué, donc ça n'a pas dû être facile de remettre tout. Si? Non, je sais pas, c'était une demande de l'éditeur. Voilà, j'avais fait un concert il y a au Palais des Congrès d'Aix-les-Bains et cet éditeur est venu me voir en me disant j'aimerais bien que vous racontiez votre vie et je m'en sentais vraiment pas capable d'ailleurs et il m'a dit mais allez-y, vous êtes édité, je veux votre livre, vous avez 9 mois. Je me suis mis au travail et ça a été très fluide en fait. Et tout est remonté à la surface. Voilà, j'ai raconté finalement mon histoire en essayant d'être le plus transparent possible en tout cas. C'est un livre de voyage, on peut dire. Ça nous fait voyager un peu partout. Et cette belle phrase que vous avez notée à 16 ans, si lumière tu dois être plus tard, tout comme elle, tu devras te consumer pour les autres. C'est une phrase qui vous est arrivée comme ça? Oui, alors quand vous dites que c'est un livre de voyage, c'est vrai, mais je dirais que avant tout, c'est un livre de l'histoire d'une résilience. Voyez, je vous disais tout à l'heure que voilà, beaucoup de personnes ont eu des enfances difficiles et ça a été vraiment dur à la maison. Et moi, je sais que j'ai un petit frère qui a sombré dans la délinquance et qui en est mort d'ailleurs. Et voilà, ça a été difficile vraiment. Et donc voilà, cette adolescence très compliquée, comment finalement quelque part j'ai pu la traverser et finalement ne pas sombrer dans la drogue, dans l'alcoolisme ou autre chose, dans la délinquance. C'était très tentant. Dans la violence. Dans la violence, tout simplement. Et voilà, je crois que pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Vous savez, c'est quand on reçoit pas les clés, les outils. Aujourd'hui, on entend beaucoup d'informations, voilà, de gens qui ont été maladroits dans leur vie. Mais comment ne pas l'être? Comment ne pas l'être quand effectivement on a déjà cette violence à la maison, une violence sociétale réelle, lorsque justement on n'a pas ce regard vraiment bienveillant vis-à-vis de l'autre. Moi, je sais qu'à 16 ans, je voulais me suicider et c'était vraiment très dur. Je croyais plus en moi. Et effectivement, cette phrase que vous évoquez, pour des raisons de survie, vraiment, j'ai demandé à partir en pension, en internat. Et là, j'ai commencé à m'en sortir, vraiment. Et j'étais seul, et je me souviens, une après-midi, j'ai écrit cette phrase, effectivement, que vous avez relevée. Si lumière tu dois être plus tard, tout comme elle, tu devras te consumer pour les autres. Et je me souviens, quand j'ai écrit cette phrase, voilà, j'avais 16 ans, et je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, waouh, mais c'est fort cette phrase. Si lumière tu dois être plus tard, tout comme elle, tu devras te consumer pour les autres. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais Marc, tu es capable de profondeur. Et j'en revenais pas. Moi, on m'a tellement dit petit que j'étais moche, de trop, idiot, inutile, que j'avais fini presque par y croire. Puis bon, à l'école, j'étais pas non plus un très bon élève. Donc j'étais tout juste moyen. J'ai pu passer comme ça les classes, mais c'était très difficile. J'étais brisé par tous ces problèmes familiaux. Et je me souviens que cette phrase, quand je l'ai écrite, j'ai quitté la salle de l'étude et j'ai cherché mes copains pour leur lire.
Et ça les a pas étonnés? Ah non, non, je crois qu'ils l'ont même pas reçu. Enfin, ils ont été très indifférents. Et je me souviens du coup, donc j'étais seul avec cette phrase et seul avec mon enthousiasme. Voilà, en me disant waouh, je suis capable de profondeur. Je peux être poète comme Rimbaud, comme Baudelaire, comme Musset. Et je me souviens quand je suis rentré chez moi le week-end, je vais voir mon père et je lui lis cette phrase. Je dis papa, regarde, écoute, si lumière, tu dois être plus tard, tout comme elle. Tu devras te consumer pour les autres. Et là, mon père me regarde, il me dit, ouais, tu poètes plus haut que ton cul. Tu poètes? Plus haut que ton cul. Tu pètes. C'est ça. C'était son humour. Alors, et je crois que ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, le constat, c'est qu'effectivement, j'ai pas été reçu. Et c'est souvent le drame chez beaucoup de gens aujourd'hui. C'est-à-dire que quand les gens... moi, je sais que quand j'interviens dans des lycées sensibles, quand il y a des proviseurs qui m'appellent, qui me demandent de parler aux jeunes, voilà, ou dans ce qu'on appelle les missions locales, où il y a des jeunes en difficulté, et que je leur parle, je constate effectivement que, voilà, ce qui les tue, ce qui les brise, c'est qu'ils ne sont pas reçus. Moi, quand je demande aux jeunes dans des lycées sensibles, je leur dis, quand vous donnez le meilleur de vous-même, que vous faites un exposé, quand vous faites quelque chose avec passion, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes me disent toujours, monsieur, on me traite de bouffon, on se moque de moi. Et je crois que souvent dans notre vie, souvent quand on a osé montrer le meilleur de nous-mêmes, bien souvent, on se moque, on n'est pas accueilli. Et finalement, si on regarde, je dirais, l'histoire de notre humanité, les grands artistes, est-ce qu'ils ont été reçus de leur vivant? Mais non, mais c'est peut-être pour ça que ce sont des grands artistes. Vous écrivez... Oui, mais on les appelait les artistes maudits. Oui, regarde, Mozart, il est mort dans la fosse commune. Mais s'ils avaient été chouchoutés par les parents, peut-être qu'ils seraient pas devenus des grands artistes. Oui, mais enfin, est-ce qu'il faut toujours souffrir? Non, c'est pas ce que je veux dire. Souffrance. Mais je peux dire que qu'est-ce qu'elle vous a apporté de bon, cette souffrance, finalement, si ce n'est que de... Parce que j'ai réussi, effectivement, à m'en sortir. D'aller plus loin. Oui, mais bon, combien de gens qui n'y arrivent pas? Alors qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas les clés, parce qu'ils ont été brisés. Vous savez, en Afrique, on excise les petites filles, c'est-à-dire cette interdiction de la jouissance. Cette jouissance, en fait, ça veut dire ouïr le sens du jeu de la vie. C'est ça, la jouissance, c'est ouïr le sens du jeu. Mais finalement, ici, quand on dit à quelqu'un, t'es nul, t'y arriveras pas, c'est pas pour toi, tu ne mérites pas, t'es pas assez bien, tu te prends pour qui? Tout ce regard que l'on peut porter sur l'autre, qui est parfois trébuchant, c'est une forme d'excision. Une excision psychologique, des gens qui rasent les murs, qui se disent la vie, c'est pas pour moi. Alors vous écrivez à la page 338, aujourd'hui je réalise à quel point nous sommes fragiles aussi. Faisons attention à nos mots, à nos gestes, ils dépassent souvent nos pensées. Je fus tellement maladroit par le passé, j'ai blessé sans le vouloir, sans mesurer. Je le suis certainement un peu moins maintenant, mais je reste encore et malgré tout beaucoup trop grossier et vulgaire face à la lumière du silence, face à la fragilité extrême de la vie. Quoi que nous fassions, je reste convaincu que nous ne serons jamais assez délicats face à l'infinie splendeur du mystère de la vie. Si je te dis tout ça, c'est pour que tu ne te fasses pas d'illusions sur mon compte. Je ne suis pas un maître, un héros, je suis comme toi, avec une histoire, somme toute pas plus extraordinaire qu'une autre. Ben oui. Mais vous dites aussi que vous avez blessé sans le vouloir, sans le mesurer, mais est-ce que les autres, quelquefois, ne nous blessent pas aussi sans le vouloir? Mais oui, Joël, bien sûr. Comme tout à chacun, j'étais à la fois blessé, je vous ai évoqué cette enfance. Moi, je fais partie... Vous savez, en ce moment, on est beaucoup dans cette actualité des agressions sexuelles. Oui. Et des détournements de mineurs. Il s'avère que... Et des gens qui ont, je dirais, blessé sexuellement. Moi, je fais partie des deux camps. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui ont été violentés. Moi, j'ai été agressé plusieurs fois quand j'étais enfant. Ensuite, c'est une femme qui m'a aimé, qui avait 30 ans, j'en avais 15. Mais voyez-vous, c'est terrible parce que moi, en ce qui me concerne, cette première fois... Ça vous a fait du bien. Ça m'a sauvé la vie. Donc, je trouve que... attention, je dirais... Il nous faut, pour moi, ne pas faire d'amalgame et être nuancé sur tout ça, être beaucoup plus
délicat. Voilà, tout n'est pas, on peut pas tout mettre dans le même panier. Voilà, moi cette femme elle m'a pas manipulé et voilà, je sais qu'elle m'a sauvé la vie. Et c'est pour ça que quand on dit crime sur mineur, moi c'est ce qui m'a fondé, voyez-vous. Donc je peux pas nécessairement accepter ça. Alors maintenant, effectivement, il est vrai aussi qu'il y a des violences et ça c'est indéniable. Après moi, c'est vrai que dans ma vie, j'ai blessé aussi j'ai été maladroit avec des filles. Et croyez-moi que ça ne m'enchante pas avec le temps, avec le recul. Et je l'ai pas fait, j'ai jamais été violent, Dieu merci. Mais voilà, parce que j'ai pas su discerner, parce que ça devait être trop tôt, c'était pas le moment. Voilà, même s'il y avait un consentement, voilà, même si elles étaient amoureuses, ça c'est certain. Moi, je dirais que à 20 ans, je savais pas ce que c'était que l'amour. Est-ce que vous le savez maintenant? Oui, je pense que, sincèrement, oui. Oui, on reviendra dessus après, parce qu'il y a des très belles... Mais en tout cas, à 20 ans, je ne le savais pas. Il y a des très belles lignes sur l'amour. On va peut-être écouter les CD que vous avez amenés. Avec donc plaisir. là, vous m'avez proposé de nous faire écouter la plage 4 d'un CD qui s'appelle... Le chant des libres. Le chant des libres. Le chant des livres. Et c'est parti. Combien de nos semblables sont là et résignés, englués dans préjugés et troupeaux, portant la même conscience fabriquée du c'est pour ton bien, qui avec font mal, et qui avec le mal croient se faire du bien. Se contentant de miettes plutôt que de vivre en bonne intelligence le festin qu'offre la vie. Mais comment leur en vouloir? Chaque jour, nous apprenons la peur. Alors oui, jusqu'à l'extrême, invite-les à ta table et librement aime. Ils te reprocheront cette liberté. Pourtant, c'est par elle que tu vas vers eux, sans malice, juste poussé par le désir de les connaître et les vivre un temps. Leurs failles, tu les vois comme appel à l'aventure, course au trésor, chasse au mystère, celle que tu as, celle qu'ils inventent, et ils les chuchotent en groupe pour mieux te condamner. Quel ressenti cruel ils ont parfois. Ils ne sont que reflets de leur cœur qui aimerait. Décidément en eux, l'inquisition n'est pas encore morte. Ils ne se gênent pas pour te jeter la pierre, et comme tu les aimes encore, c'est entre eux qu'ils se lapident. Mais comment leur en vouloir ? Nous voulons tous être grands. Alors oui, jusqu'à l'extrême, invite-les à la bienveillance et généreusement aime. Ce sont craintes de perdre, d'avoir tort, d'échouer, d'être rejetés qui les rendent si féroces. Eux qui se sentent coupables devant le plaisir, toi, tu bois Dieu dans la source du milieu. Eux qui plient devant leur chef, tu ne fais aucune courbette pour gagner les faveurs d'un de leurs rois. Eux qui cherchent à devenir quelqu'un, toi, tu t'habites simplement. Marchant avec deux béquilles, arrogance et indifférence, ils s'approprient, tranchent et mutilent. Le monde se meurt, mais l'amour ne se rend pas. Mais comment leur... Voilà, donc c'est juste une partie de cette plage 4 de Piano Nomade avec Marc
Je fais attention parce que je change. Oui, Marc Vella. Ici présent, je change toujours les prénoms ou j'arrive toujours à trouver qui est avec nous ce soir. Alors, on résume un peu. Donc, vous commencez par ce qui m'a bien plu dans votre livre aussi, c'est vous êtes élève à l'école normale de musique et on vous demande d'écrire une pièce pour ceux qui vont passer le concours. Hein. Vous êtes encore élève, on vous demande quelque part d'être un maître, ou du moins on vous demande un travail pour écrire une pièce pour d'autres élèves de cette école de musique et pour les concertistes. En fait. Pour les concertistes. L'œuvre éliminatoire. Et on vous dit que ça n'a pas été joué et l'éditeur vous téléphone, on dit quel est ce scandale, on n'a jamais vu une chose pareille depuis Erik Satie. C'est vrai qu'il y a un peu du Satie là dans ce que j'ai entendu et vous disiez aussi que vous passiez des heures à jouer la seule note, une seule note. Ah oui, oh là là, ça aussi, c'est dans le livre. Hein. Oui, faut rester devant le micro, par contre. Oui, non, mais c'est fait quand j'ai travaillé avec mon maître Miloš Magin, voilà, qui nous a quittés maintenant, mais qui était un très grand pianiste, interprète et compositeur polonais, et qui m'avait effectivement amené à prendre conscience, voilà, de cette relation, voilà, de la rencontre avec le son, voilà, de jouer donc une note. Et cette note de l'inviter, si vous voulez, dans votre intériorité, de ne pas l'écouter avec les oreilles, mais vraiment de l'écouter avec votre ventre. On dit, vous savez, quand vous écoutez de la musique, souvent on dit, waouh, ça c'est génial, ça sort des tripes. Et vous savez, quel est l'anagramme du mot tripe? L'anagramme du mot tripe, c'est le mot esprit. Donc il est très important, effectivement, de jouer cette note, voilà, de la recevoir, de l'inviter, non pas de la juger avec vos oreilles, mais de l'inviter dans votre intériorité, touchant à l'intime, vraiment au sacré et au secret, et qui, à un moment donné, effectivement, là, hein, au cœur de vos tripes, il y a l'esprit. Alors, attendez, parce que j'avais un musicien. Un musicien, c'est quelqu'un... alors, je le retrouve plus. Un musicien, c'est quelqu'un qui entre en amour avec le silence. C'est quelqu'un qui écoute. Vous avez marqué, mais je n'arrive pas à retrouver exactement la phrase. Un musicien, ce n'est pas quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un qui écoute. Il écoute ce monde, les instants du monde, et ceux-ci sont tellement beaux que cela ne peut que le séduire et le rendre amoureux. Être amoureux des instants du monde signifie que vous êtes sensible à la beauté de la vie. En faisant cela, vous devenez de grands musiciens. Ce qui est amusant aussi, vous écrivez un peu plus loin, ami lecteur, même si vous n'avez jamais appris la musique, je pourrais vous faire jouer du piano en quelques minutes et vous faire vivre le même état de grâce qu'ont pu connaître un Bach ou un Chopin lorsqu'ils improvisaient. Et c'est vrai qu'il y a aussi à la fin de ce livre, dont j'ai peut-être même pas donné le titre, qui s'appelle Le pianiste nomade aux éditions Vega. À la fin, il y a un DVD de la caravane amoureuse en Éthiopie, où on vous voit, ça, en plus, bravo pour celui qui a fait le film, c'est merveilleux. On vous voit derrière votre piano en Éthiopie avec des gens qui, pour la première fois, mettent... Dans les tribus, dans les peuples premiers, ouais. Alors vous avez évoqué beaucoup de choses là en quelques minutes. Vous avez parlé de la grâce. Si vous voulez, ce qui se dit, c'est que en fait, la grâce, elle est réservée à quelques-uns. Tout le monde ici peut dire que Mozart, voyez-vous, était touché par la grâce. Ça, c'est quelque chose de communément admis. Mozart, Beethoven, voilà, Brahms, quelques-uns. Et après, il y a les autres, les élèves, justement, le pire que les élèves, c'est-à-dire le troupeau bêlant, la masse ignorante pour qui, elle, point de grâce. C'est ça l'idée reçue. Et puis l'autre idée, la croyance, hein, ça s'appelle une croyance, qui va nous dire que cette grâce, malgré tout, si elle peut se manifester, ce sera exceptionnel. Voyez-vous, c'est quelque chose qui est rare. Et en fait, ce sont des croyances qui sont totalement fausses. Et pour moi, c'est très important quand je dis, effectivement, je donne des stages. Là, j'arrive de Belgique où je viens d'en donner un. Et je vais en donner un la semaine prochaine en Suisse. Et ce travail, c'est d'amener les gens à vivre réellement
cette expérience d'être traversé par ce mystère qui est la grâce. Et nous sommes tous, tout le monde peut être traversé par la grâce. Comprenez? Et ça, c'est très très important. L'une des grandes souffrances humaines des gens, de ces gens dans la rue, de ces gens qui nous entourent, de ces jeunes, de tous ces gens à qui on a dit, je l'ai évoqué tout à l'heure, et j'en ai fait partie, c'est de tous ces gens à qui on a dit, t'es pas assez bien, c'est pas pour toi. Voyez-vous? Mais en même temps, Marc, si vous demandez à n'importe quelle personne, même à un enfant, s'il a vécu un état de grâce, il vous dira que oui. Oui. On en a tous vécu, donc on a beau nous dire que c'est pas pour nous, en tous les cas, c'est comme vous recevez des messages, si la lumière, tu dois être plus tard, tout comme elle, tu devras te consumer pour les autres, donc on a beau nous dire ce qu'on veut, je pense que l'esprit ou les tripes, comme vous disiez tout à l'heure, sont plus forts. J'ai bien aimé ce que vous écriviez. Pas pour tout le monde, hein. De quoi, l'esprit? Je veux dire, pas pour tout le monde. Il y a hélas des gens qui finissent par croire que ils sont pas à la hauteur. Ouais. Il y a des gens qui se résignent. Vous savez, il y a des gens qui démissionnent, qui n'y croient plus. Énormément de gens, vous savez. On va parler pour les autres, pour ceux qui y croient encore, et puis pour ceux qui sont sur le point d'y croire. Non, mais il faut parler pour tout le monde. Et pour ceux qui sont sur le point d'y croire, s'ils écoutent cette émission, c'est qu'ils sont sur la bonne route. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi à la page 80, vous nous parlez du tremblement de ceux qui jouent pour la première fois. Et c'est vrai que quand on est devant un piano, et surtout quand on joue pour la première fois devant du monde, il y a une espèce de tremblement, et ça vous l'expliquez dans votre livre, pas pour vous, hein, mais pour ceux qui ont commencé à mettre leurs mains sur un piano et est-ce que c'est de la honte, est-ce que c'est de la peur, cette espèce de tremblement qui fait que, j'ai bien aimé cette partie-là. Elle est pas longue, mais j'ai bien aimé. Si vous voulez, est-ce que finalement l'être humain, c'est le seul, je dirais, être vivant qui, lorsqu'on lui demande de quelque part de se livrer, bien souvent, se met à trembler lorsqu'il le fait devant les autres. Vous voyez, les auditions, les examens, un oral, etc. Oui, puis c'est incoercible, on peut pas s'en empêcher, je veux dire, oui, c'est là et c'est pas d'où ça vient. Vous avez déjà vu un oiseau qui se met à chanter comme ça dans une forêt et sur une branche, et puis tout d'un coup il se met à trembler avec ses petites pattes sur la branche, et puis il chante, il tremble de partout, puis il regarde les autres oiseaux, il dit, quand il a fini, il fait, et alors, c'était bien? Vous voyez, ça n'existe pas. Un oiseau, il chante et il donne tout. Nous sommes terrifiés à l'idée de se donner, car je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes jugés. Bien souvent, nous ne sommes pas reçus. Ce que je voulais dire tout à l'heure à ce sujet, justement le fait de ne pas être reçu, ce que je voudrais dire à nos auditeurs, si jamais ils souffrent de ça, je voudrais juste leur dire que, et je l'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est que les grands maîtres, les grands artistes, les lumières de ce monde, bien souvent, elles aussi n'ont pas été reçues. On appelait ça les artistes maudits. Bien souvent. Alors tu penses bien que toi, ce kidam, cet homme, cet inconnu de la rue, tu penses que tu vas être reçu? Certainement pas. Ça, c'est souvent difficile. Donc il faut l'accepter. Je crois que c'est pour moi même peut-être ce qui est le sens de ce qu'est pour moi la haute spiritualité. Voyez-vous, la spiritualité, souvent on nous fait croire que c'est une vie de discipline, d'ascèse, d'exercice, de méditation. Pour moi, la haute spiritualité, c'est quand tu donnes tout de toi. Et sans te préoccuper d'être reçu ou pas. Mais tu donnes. Voilà. Et puis tu donnes sans attendre, sans chercher à le retour, un quelconque retour. Voilà. Tu donnes parce que tu dois donner. Et c'est très important. Moi, ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est que c'est important de faire jaillir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes nous devons livrer passage. Et ce jaillissement de soi, de notre intériorité, c'est le cadeau du monde. Alors, bien sûr, peut-être que il y a des gens qui pourraient dire, ouais, mais moi, c'est pas terrible ce qui va sortir. Qu'est-ce que t'en sais? Et toute l'erreur que nous commettons, c'est souvent celle de se comparer. Vous imaginez si Erik Satie, vous avez évoqué Erik Satie tout à l'heure, si Erik Satie s'était comparé à Franz Liszt. Il n'y aurait pas eu d'Erik Satie. Évidemment, parce que le pianisme d'Erik Satie est un pianisme, même si c'est très beau, j'adore Satie, mais qui est comparé à Liszt, est ridiculement simple, sans virtuosité.
Liszt, c'est Scriabine, Rachmaninoff. Enfin, ça n'a pas la même mesure. Et donc, évidemment, si Erik Satie s'était comparé, eh bien, effectivement, Satie n'existerait pas. Et je crois que c'est ça l'erreur que nous commettons, c'est celle de nous comparer les uns aux autres. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Théodore Monod. Il dit, même un peu, mais fais-le. Donc, ce que je voudrais dire aux auditeurs, juste là, ce soir, c'est vraiment, faites jaillir ce qu'il y a. Vous avez envie d'écrire, écrivez 3 lignes, 3 pages, peu importe. Vous voulez peindre, même si vous savez pas, faites-le, faites sortir, faites rentrer dans ce que j'appelle, moi, là, cette rencontre avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce que c'est précieux. Ça va, du coup, vous ramener je dirais, à cette notion essentielle de votre grandeur, de votre magnificence. Pour beaucoup de gens, la problématique profonde, c'est est-ce que je suis important? Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que je compte? C'est ça les vraies questions de fond. Et est-ce que j'ai quelque chose à donner? Exactement. Et si je donne ça, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est légitime? Et cette notion de valeur, pour moi, la maltraitance de l'humanité et la maltraitance des individus, elle vient du fait que on nous a pas enseigné notre valeur. C'est l'inverse. Dans les écoles, bien souvent, eh bien, on nous dit peut mieux faire. On nous dit finalement chaque année insuffisant, ou alors tout juste. C'est-à-dire cette idée que et puis justement, le fait d'être insuffisant, le fait de se tromper, de manquer de discernement, c'est tout de suite condamné. Là, on a des mauvaises notes. Donc, ce qu'on nous apprend, c'est que finalement, c'est coupable d'être insuffisant. Et voyez-vous, ça se transpose encore dans la musique de la vie lorsqu'on est adulte et lorsque on est maladroit. On voit bien, on vient de l'évoquer là avec les affaires médiatiques là, de toutes ces maladresses humaines, de ces égarements humains. La seule réponse aux fausses notes humaines, c'est la condamnation. C'est la diabolisation. C'est l'animalisation. C'est la mise à l'écart. Le porc, la truie. Voilà. On animalise, on condamne. Mais enfin, c'est tout ce que nous sommes capables de faire face aux fausses notes de la vie. Nous n'avons rien compris. Et ces médias, pour moi, sont terribles parce que elles alimentent, du coup, cette démolition de l'homme. C'est une démolition programmée. Tous les jours, ces nouvelles qui nous montrent l'être humain toujours qui est en guerre, qui trafique, qui est dans la corruption, qui viole, qui tue. Mais c'est tout ce que l'on montre de l'être humain et sans cesse c'est de la condamnation. C'est une horreur. Alors ça me fait rire parce qu'il y a un passage dans votre livre où vous étiez un peu programmé aussi. Il y avait un moment où vous étiez en train de jouer dans un endroit et il n'y avait pas une sébille mais sûrement une coupelle pour récupérer de l'argent. Et puis vous voyez un petit, il y avait un petit gamin qui traînait autour et vous étiez en train de jouer tout en vous demandant si ce gamin il allait pas vous piquer votre argent. Vous vous rappelez de ce passage dans le livre? Je m'en souviens très bien. Ça se passe effectivement en Allemagne et je me rappelle très très bien de cette histoire. En fait, 1 heure avant, j'avais donné un Deutschmark à un petit Roumain. Ouais, un enfant de la balle. Moi, j'appelle ça un enfant qui bouge, quoi. Qui jouait pas, mais qui faisait de l'accordéon juste en faisant 2-3 sons avec, et puis c'est tout. Et qui a tendu la main pour me faire pour un Deutschmark. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit, je te donnerai un Deutschmark seulement si tu joues avec ton cœur. Et ce gamin a compris très bien ce que je lui ai dit, et il m'a toujours fait du bruit avec parce qu'il savait pas en jouer, mais il a essayé de le faire avec son cœur. Et ça m'a tellement touché que je lui ai donné les sous. Et puis, 1 heure après, c'est moi qui ai joué avec mon piano. Il y avait plein de gens autour de moi. Voilà, il y avait, je sais pas, il y avait une 50aine de personnes. Et là, tout d'un coup, je vois des femmes roumaines qui étaient en train de mendier dans mon public. Alors je me suis dit, mince, pour peu que les gens s'imaginent que ce soit mes femmes. Mes femmes, oui, déjà. Et puis, effectivement, des gamins qui étaient là en train de tourner autour de ma sébille, en train de loucher sur les, je sais pas, les 20 Deutschmark qu'il y avait dedans. Et puis tout d'un coup, et oui, j'ai eu ces pensées, je me suis dit, j'espère que quand même, ils vont pas me piquer mes sous. Et là-dessus, j'ai effectivement eu des mauvaises pensées qui n'ont pas été justes, puisque, contre toute attente,
le gamin à qui j'ai donné le Deutsche Mark. Il vous l'a rendu. Il m'a mis le Deutsche Mark dans ma sébille. Il me l'a rendu. Et j'étais vraiment, tout en jouant, j'étais bouleversé. Mais ça, c'est une belle histoire, hein, parce qu'on a toujours une façon de les regarder en pensant que ce sont des voleurs. Donc voilà, ça, c'était une belle histoire. On va écouter un petit morceau, là. Alors, j'ai mis celui-ci. Mettez le 5. J'ai mis le 9. Le 9, ça s'appelle... c'est l'envol des possibles. Non, mettez pas le 9, mettez le 5, si vous voulez bien, si c'est possible. Le 5 ou le 10? Alors, le 10, il est plus près. Allez, le 10. L'envol des possibles. Attendez, parce que c'est un peu compliqué. Il faut avoir des bras de singe. Allez, on a mis le 5. C'est parti. Ah oui, quand des doigts se font l'amour. Oui, il part pas. C'est la dernière partie de cet Au-delà du miroir. Nous sommes toujours avec Marc Vella et je ne sais pas si vous entendez, je lui disais que son piano avait un son assez spécial. Sur quoi il m'a répondu, c'est le variacorde, c'est ça? Oui, en fait, vous savez, quand vous voyagez pendant 30 ans avec un piano à queue à travers le monde, que vous vous retrouvez dans des villages du Maghreb. Sous la pluie, on le voit très bien dans le DVD, oui, il s'était pris... Là, c'est en Éthiopie, oui. Toute la pluie de la nuit. On était dans la saison des pluies, oui. Quand on se retrouve en Inde, voilà, et Dieu sait où. En fait, et quand on joue avec des musiciens, bien souvent, leurs instruments, notamment le oud, le sitar, le sarod, des instruments qui ne sont pas du tout accordés dans ce qu'on appelle le tempérament égal. Et donc, il était important pour moi d'inventer des objets qui s'appellent les variacordes, qui me permettent, du coup, de m'approcher de leur son et d'être capable de jouer aussi des quarts de ton, des huitièmes de ton, de moduler finalement, et finalement d'épouser quelque part leur système. Hein. Et pour moi, ça, c'est très important. C'est tout allié aussi à une philosophie de vie. Est-ce que je suis là face à l'autre pour quelque part revendiquer ma différence? Et c'est ça notre société aujourd'hui. On est là, on est en train de stigmatiser et renforcer les différences. C'est tellement stupide. Parce que la différence, elle est évidente. Nous sommes différents. Deux frères sont différents. Alors pourquoi renforcer une évidence? Pourquoi tous ces efforts pour montrer la différence? Je trouve que nous devrions plutôt faire des efforts pour tisser des ponts, construire des ponts, plutôt tisser des liens vers l'autre, vers cet autre. Ça me semble beaucoup plus intéressant. Voilà, et puis de cette différence qui n'est pas un mur, mais un seuil, voilà, qu'il me faut franchir. Et m'émerveiller aussi de ce qui est là en face de moi. Voilà, avec cette réalité qui va fatalement m'agrandir. Vous voyez ? Donc du coup, le piano va prendre les sons du oud, il va prendre les sons du balafon, il va prendre tout en restant piano, voilà. Et
Et ça, c'est ce qui permet de faire des musiques étonnantes, des musiques où tout d'un coup le musicien, le joueur de oud et le piano, on sait plus qui joue, hein, on n'arrive plus à faire cette différence. Et il y a quelque chose d'assez fascinant, de presque magique. Hein. Enfin, on s'est reconnu, on s'accueille. C'est ça le grand défi de l'humanité, s'accueillir. Alors justement, à un moment, vous êtes en Inde, là, et vous êtes, on peut dire plus ou moins dans un palais, pas dans un palais, mais chez un Maharaja, qui vous pose la question, mais pourquoi vous partez à travers le monde comme ça? Vous lui répondez, parce que j'aime les gens et le monde. Il vous demande, mais ça sert à quoi? Vous lui répondez, à vivre. Qu'y a-t-il de si intéressant chez les gens pour que vous fassiez le tour du monde pour les rencontrer? Vous lui répondez, je recherche la beauté du divin. Il vous demande, mais vous n'avez pas peur d'être déçu? Et si j'étais déçu, cela voudrait dire que je m'estime meilleur que d'autres, et ce n'est pas le cas. Je ne me suis pourtant jamais senti plus qu'un autre. Alors, il vous pose la dernière question, comment peut-on trouver le divin chez les gens? Et vous lui répondez, en osant le regard. Leur regard. En osant leur regard, cette rencontre justement de l'autre qui est là, et puis en livrant le sien aussi. Vous savez, c'est toute cette folie du monde, c'est d'essayer de croire qu'on va être meilleur que l'autre, plus fort que l'autre. Voilà, que j'ai raison, que j'ai la meilleure religion, que je sais mieux, que j'ai raison. Vous savez, il y a une histoire qui résume tout à fait ça, et c'est l'histoire d'Abel et Caïn dans la Bible. Alors, vous allez me dire, oula, il est catho. Non, pas du tout. Je trouve que l'histoire, elle est juste intéressante, et elle résume pour moi l'histoire de l'humanité. Ces deux frères, il y en a un, donc c'est Abel, il fait tout bien. Je résume, je caricature un peu. Et Caïn, il est pas très doué. Et finalement, la famille, elle met à l'honneur ce frère qui s'appelle Abel, qui fait tout bien, voilà. Et puis Caïn, il est un peu ignoré, il est un peu méprisé, il est un peu oublié. Et qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Excédé, finalement. Caïn, il tue Abel. Voilà. Donc, pour une lecture paresseuse, qu'est-ce qui se dit? C'est très mal, Caïn est coupable. Il est condamné. Maintenant, si on approfondit les choses, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe finalement que on est allé à travers le monde, et qu'est-ce qu'on a dit à travers le monde? On a dit aux autres peuples, nous, on est les plus forts, nous, on est les meilleurs. Vous êtes les Caïns, vous êtes la sous-race, les gens inférieurs. Et puis nous, on est les Abel, on est mieux que vous. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Tous ces Caïns, ils ont qu'une envie, c'est tuer les Abel que nous sommes. Moralité, faire la belle, crée la bête. On dit sois belle et tais-toi. Oui. Moralité, faire la belle, crée la bête. Ouais. Voyez-vous? Oui. Ça crée la bête. C'est-à-dire que c'est une folie de vouloir être plus fort que l'autre. C'est vraiment une folie de nourrir ça. Et justement, dans nos écoles, on est là à pousser ces jeunes à toujours être le plus fort, le meilleur. On est dans jusqu'au monde adulte, voilà, où il faut être, les politiques qui disent, oui, il faut être compétitif, il faut être performant, efficace. Il faut pas être des feignants. Et nous sommes en train de mourir de ça. Le monde est en train de mourir de ça. Cette humanité, elle est en train d'en crever. Et ça, c'est insupportable. Alors, on revient sur le regard, parce que une chose que j'ai bien aimée aussi, c'est que vous dites que vous préférez jouer dans la rue avec le regard des gens plutôt que sur une scène, parce que sur une scène, vous ne voyez pas les gens, tout du moins vous voyez peut-être les premiers rangs, mais vous voyez pas les gens avec votre piano. Je donne aussi des concerts, évidemment, sur une scène, c'est mon métier, mais moi je demande souvent à ce qu'on allume la salle. J'ai besoin de voir les regards des gens. J'ai besoin, et je fais même en sorte de mettre le piano, justement, pas sur la scène, mais au niveau des gens. Voilà, parce ça n'a pas de sens. Et puis dans mes concerts, moi, je joue peu, je parle aux gens, je fais jouer les gens. Voilà, j'essaie de leur dire qu'ils ont de la valeur. Quel est l'intérêt que les gens sortent d'un concert en disant « Ah, Marc Vella, il joue bien ». Mais on s'en fout, je sais que je joue bien. Moi, ce que j'ai envie, c'est que quand les gens sortent, ils pensent pas ça. J'ai envie qu'ils pensent waouh, que j'ai envie que les gens pensent d'eux-mêmes. Voilà, j'ai envie qu'ils se réconcilient avec leur vie. J'ai envie qu'ils se réconcilient avec leurs fausses notes. Voyez-vous, ma chère Joëlle,
On a évoqué tout à l'heure les fausses notes humaines. Et la réponse aujourd'hui de notre société, c'est toujours la même chose. Ça commence à l'école. Chaque fois qu'on se trompe, insuffisant. C'est très mal. C'est-à-dire qu'on nous a rendus coupables d'être insuffisants. Mais il y a juste une chose qu'il faut comprendre. C'est que c'est ta nature. C'est la nature humaine d'être insuffisant. D'abord, vous le dites à la page 234, le livre, il s'ouvre tout seul. Cela n'existe pas des parents parfaits, ils sont insuffisants quelque part. Et c'est cela qui les rend émouvants. Aime-les sans porter leur lourdeur. Change ton regard. Et pour tous ceux que tu as croisés sur ton chemin, ainsi que moi-même, sont dans cette imperfection. Donc vous revendiquez l'imperfection, l'insuffisance. La perfection n'est pas de ce monde. La perfection, c'est de l'imparfait qui s'aime. Oui, ça, il y avait une super et se donne. Phrase. Oui, la perfection, c'est de l'imparfait qui s'aime. Voilà pourquoi il est si important de s'aimer. Et tant que tu rendras les autres responsables de tes échecs, tu n'avanceras pas dans la vie, ou tu avanceras très mal dans la douleur. Tu es la seule responsable de ce On rend les gens victimes. On rend les gens victimes dans ce système. Quand oui, mais on n'est pas obligé de rester victime. Ah oui, vous savez bien, c'est un business. Ça rapporte. Comprenez ça? C'est un business pour les persécuteurs vertueux. Oui, il y a des bourreaux, il y a des victimes, et puis il y a des sauveurs. Donc évidemment, dans ce climat très anxiogène où il faut démolir l'humain, quand un climat est anxiogène, qu'est-ce qui va marcher? Eh ben, tous ces grands lobbies, notamment pharmaceutiques. Quand le climat est anxiogène, eh ben, les gens ils prennent des médicaments, des antidépresseurs. Les gens sont tristes, sont malheureux. On est aujourd'hui dans une société ou de malade, l'alcool ou de la drogue aussi, ça fait marcher toutes les mafias. Pour moi, nous n'avons pas compris le sens. Deux choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Déjà, un être humain, il est sans prix. Moi, je reste convaincu que si on disait aux enfants, tous les enfants, si on disait à chaque enfant, tu es riche de toi, moi, je reste convaincu qu'on vaincrait la misère. Juste si on disait, tu es riche de toi. Mais quand on dit à un gamin, t'es nul, tu vaux rien, on construit la désespérance, et on construit la colère. Ensuite, moi, je reste convaincu que la deuxième chose qu'il nous faut nous enseigner, parce que, voyez-vous, Joël, quand on dit aux gens, finalement, on leur enseigne pas leurs valeurs, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les gens, ils passent leur vie à essayer de prouver qu'ils ont un peu de valeur. Ils s'épuisent. Ils disent, regardez-moi, j'existe. Est-ce que je suis assez bien? Et ils doutent. C'est des gens, tout ce peut mieux faire, cette phrase peut mieux faire sur le bulletin scolaire. Il s'est métastasé, pardon du mot, pour les personnes qui souffrent d'un cancer, mais j'en ai pas d'autres. Mais il s'est vraiment métastasé dans leur vie. C'est-à-dire que ces gens se regardent dans le miroir le matin. Ils se coiffent et puis ils pensent, peut mieux faire. Ils n'arrivent même plus à s'accueillir. Combien de gens qui doutent d'eux-mêmes, qui n'arrivent pas à s'émerveiller de qui ils sont. Nous vivons combien de temps, Joël? La vie humaine, c'est qu'un souffle. Et on devrait s'émerveiller de qui nous sommes. Tu dois te demander pourquoi je fais cela, tout simplement pour vivre pleinement ce monde avant de le quitter. C'est pas tout à fait la fin de l'émission. J'aimerais que vous nous parliez de cet ange de Satan là qui est venu vous sauver à la chapelle Notre-Dame des Anges. Oh oui, c'est une anecdote. Ça c'est bizarre. Drôle. Oui, parce que je vais jouer pour les anges. Ouais. Voilà, c'était un concert pour les anges dans la rue de Vaugirard. Et je devais rentrer le piano et je ne savais pas comment le faire parce que dans la chapelle Notre-Dame des Anges. Et la porte était très étroite. Je pensais que ça allait être une grande porte et j'étais seul, je voyais pas comment faire. Et tout d'un coup, effectivement, une voiture, un fourgon s'arrête à mon niveau et il y a un type chauve qui sort sa tête. Avec des tatouages. Ouais, enfin je les vois pas tout de suite, mais qui me dit, t'as besoin d'aide? Et déjà ça c'est bizarre, qu'un gars à Paris vous demande si vous avez besoin d'aide. Mais c'est une histoire de fou. Ouais. Et j'ose pas lui dire que j'ai un piano à queue à rentrer. Il me voit comme ça, hésiter, il me dit, ouais, t'as besoin d'aide. Et de lui-même, il se gare. Et il sort, et je vois un gars, il était pas tout seul, avec un acolyte, le gars chauve en t-shirt, avec des tatouages de démons, une croix de vie. Un gros cigare. Ouais, et un gros cigare. Qui vous dit que je suis l'ange de Satan. Et il me dit, je suis l'ange du diable. Non, il me dit, je suis l'ange du diable. Oui. Et je viens t'aider. Je dis, mais, et là, j'étais avec deux vieilles dames, voilà, qui organisaient l'événement. On a des frissons. On se dit, mais c'est quoi cette histoire? Et les deux gars sortent le piano, je sais pas comment. Il me dit, je rentre jamais dans les églises, mais pour toi, je vais le faire. On verrait ça au cinéma, on dirait c'est du cinéma. Je raconte cette histoire,
Même moi, là, en vous la racontant, j'ai eu du mal à y croire. C'est la même chose que si lumière, tu dois être plus tard. Je veux dire, voilà, c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'on a des êtres comme ça qui nous tombent du ciel, même si c'est des anges noirs. C'était quand même un ange. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'encore une fois, là aussi, il y a aussi un grand mensonge. C'est de nous avoir fait croire que les ténèbres s'opposent à la lumière. Elles ne s'opposent pas, elles s'épousent. Mais bien sûr. Tout sert le même rêve. Et il pourrait pas y avoir de nuit s'il n'y a pas de jour. Il faut bien prendre conscience, c'est que, on va conclure avec ça, je voudrais vraiment vous le dire, c'est que les fausses notes de la vie, il faut arrêter d'être hystérique. On se rend compte que, oui, il y a des gens maladroits, bien sûr, qui sont à côté. Mais tout d'un coup, il y a des réactions, lorsque des gens sont face à leurs fausses notes, qui sont des réactions quasi hystériques. Et tout d'un coup, finalement, de situations, effectivement, on va dire, douteuses, certainement. Mais lorsqu'il y a une réaction hystérique, on en fait des drames. Moi, je reste convaincu que l'affaire Villemain, par exemple, de ce petit garçon Grégory, si ça se trouve, à l'origine, c'était une histoire de fausse note bénigne. Seulement, voilà, ça prend des proportions. Vous savez, nous sommes maladroits. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous faisons des fausses notes. Qui n'en a pas fait? On devrait être bien à gauche alors, si on est maladroit. Que nous disent les compositeurs? C'est ça, je voudrais vraiment finir avec ça, c'est important. Qu'est-ce que nous enseigne la musique, Joël? La musique, les musiciens nous enseignent quoi? Quand on écoute Mozart, vous croyez qu'il n'y a pas de fausses notes chez Mozart? Bien sûr qu'il y a des fausses notes. Seulement Mozart les accueille. Il en fait quelque chose. Il les rend belles. Et elle est là, la clé du devenir humain. Il faut qu'on arrête. Parce que chaque fois qu'on fait ça, on arrête la musique. On est dans une sorte de marécage de souffrance avec les victimes, les bourreaux, les persécuteurs. Et on crée une société invivable et insupportable. Et surtout qui ne donne pas les clés de la transformation. Donc, c'est quoi le sens de la vie? Il y a des fausses notes. Quand il y a des fausses notes, arrête de te plaindre, de geindre, de condamner, de critiquer, de culpabiliser. Quand il y a des fausses notes, accueille-les, fais-en quelque chose, rends-les belles. C'est ça, être un homme. Moi, dans ma vie, effectivement, je vous l'ai dit, j'ai été maladroit. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais quoi? Je me suicide? Je suis dépressif? Je me drogue? Je fais quoi? Eh ben, je réfléchis. Je me pardonne déjà. Je me pardonne. Je pardonne aussi aux autres qui ont été maladroits avec moi. Cette notion de pardon. Il y a un gars qui a été crucifié il y a 2000 ans pour nous enseigner le pardon. On dirait que ça n'a jamais existé. C'est important, cette notion. Et pour finir, le pardon, ce n'est pas suffisant. Gratitude. Dire merci. Merci, Marc Vella. On a oublié de parler des caravanes amoureuses, mais ce sera peut-être une autre fois, les caravanes amoureuses. La prochaine est en Himalaya. Ouais. Voilà, on a fait un crowdfunding, une demande de financement participatif, et on va partir avec le piano avec des porteurs dans l'Himalaya. À travers le Népal. Vous allez faire un track avec le piano dans les petites... Vous pouvez aller sur le site, il y a une demande de soutien. Le site, c'est quoi, les caravanes amoureuses? Marc Vella, marcvella.com. D'accord. Le pianiste nomade, en attendant, si vous avez envie de voyager un peu, c'est publié aux éditions Vega. Marc Vella, V-E-2-L-A. Merci beaucoup, Marc. Merci, Joël. Merci beaucoup. Je voulais passer cette musique. Si je vais la passer, on va passer là, 1 minute 25.